Merci à toutes et à tous. Juste vérifier avec vous si vous pouvez nous dire si l'image, la présentation, vous le voyez bien également. C'est nickel. Bah écoutez, impeccable. Tout fonctionne parfaitement bien. Bah écoutez, déjà on est très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous sur la partie des 9 critères pour choisir le meilleur service MDR qui soit à votre disposition chez EZ. Et pour pouvoir vous accompagner ce matin, je suis accompagné de Grégory, notre directeur des supports et services. Et on se fait une joie de pouvoir partager ce moment avec vous. Je remercie aussi toutes les équipes produits de nous avoir aussi prévu ce thème et préparé toute la partie présentation également. Et on va essayer de faire la meilleure présentation possible ce matin avec Grégory, donc notre directeur du support et des services, qui est de mieux de pouvoir parler du service MDR que Grégory parmi nous. Et moi, Erwan, je serai avec vous pour pouvoir faire toute la première partie des 9 aspects à prendre en compte dans le choix d'un service MDR. Et forcément, ça ne serait rien sans les explications expertes de notre Grégory. Donc, perdons pas de temps, commençons directement par notre premier thème. Directement, c'est les parties de la cyberattaque. Et on voit très bien que pour cette introduction de la partie cyberattaque, les attaquants choisissent pas des jours en semaine, malheureusement. Généralement, ça se fait le soir ou le week-end. C'est pas spécialement que nous, avec nos remontées, notre expertise, notre partie aussi confidentielle, parce qu'on s'occupe de vos clients. Mais derrière, il y a aussi toute cette partie où c'est aussi ça fait la presse de plus en plus. On peut le trouver directement sur le web, où, par exemple, on a pris quelques exemples sur, par exemple, des établissements de santé sont particulièrement visés par la cyberattaque. Les cyberattaques ont été menées dans la nuit de vendredi à samedi. Aussi, pareil pour la partie de la Fédération française de rugby, où c'est survenu dans la nuit du 7 au 8. Et également pour le piratage des comptes X de BFM, TV et RMC, ça s'est déclenché suite à une cyberattaque qui a été orchestrée le samedi 23. Donc, on est totalement conscient que, et de plus en plus que, ils s'aperçoivent que de faire des attaques pendant les jours ouvrés, c'est pas spécialement les plus rentables, mais pendant que les salariés dorment et sont en week-end, derrière, il y a plus de chances de pouvoir infiltrer ou affecter des réseaux. Et ça ne s'applique pas non plus qu'aux grandes entreprises. Il faut véritablement sortir de ce préjugé que les grandes entreprises sont assujetties. Les grandes entreprises le sont, en effet, et forcément, la presse en parle beaucoup plus facilement. C'est aussi peut-être un peu plus vendeur de dire que telle grande marque ou tel constructeur s'est fait attaquer, mais on ne parle pas de toutes les petites et moyennes entreprises qui le sont aussi assujettis. Ils n'ont pas non plus aussi toute la puissance et force de frappe que peut avoir aussi un grand groupe au niveau de l'équipement de la cybersécurité. Mais il faut prendre en compte aussi que ces sociétés, des TPE, PME, il y en a aussi beaucoup qui, malheureusement, après une cyberattaque, sont on va dire, dans la contrainte de fermer. Et ça, c'est malheureux pour notre économie française, et c'est malheureux aussi parce que forcément, les chefs d'entreprise sont focus sur leur business, à leur développement, à leur savoir-faire, à leur stratégie. Mais c'est vrai que de pouvoir vous appuyer et de pouvoir les conseiller sur ces attaques au quotidien, derrière, c'est extrêmement important de pouvoir s'appuyer sur vous parce que derrière, c'est normal, c'est pas non plus leur cœur de métier. Et quand on regarde le graphe qu'on peut avoir sur la répartition des victimes d'attaques de ransomware, on voit qu'en vert foncé, alors je vous accorde, le vert foncé et le vert clair sont très très proches, mais sur la partie 34%, c'est les TPE, PME et ETI qui sont victimes d'attaques de rançon logicielle, et juste en dessous, avec les 24%, on a tout ce qui est collectivité territoriale et locale.
Et après, on va avoir une répartition avec les établissements de santé, les associations, les établissements supérieurs. On voit que ça se réduit. Mais 34% pour les petites et moyennes entreprises, derrière, ça mène quand même à un sujet de réflexion parce que on voit très bien que malheureusement, ils n'ont pas mis leur focus dessus, leur priorité dessus. Et de pouvoir vous les accompagner, c'est quand même extrêmement important. Il y a aussi beaucoup d'articles qui disent tout simplement que le PP n'est pas suffisant. Comment l'EDR s'est imposé sur l'évolution de la cybermenace, du magazine IT, ou derrière, on se demande comment pouvoir proposer des services managés. Est-ce que c'est améliorer le modèle économique de demain? C'est clair que autant que EZ France aussi, le marché de l'EPP est extrêmement important et même la base de la sécurité, mais on peut voir aussi que malheureusement sur certains cas, ce n'est plus suffisant pour pouvoir lutter contre les menaces du marché. Donc le but étant, c'est aussi de voir un petit peu comment ce marché avec l'EDR et surtout avec un service associé comme le MDR peut répondre à des problématiques de demain et même d'aujourd'hui. Et pour faire un petit peu la différence entre, on va dire, une solution EPP et une solution avec de l'EPP et de l'XDR, derrière, on va avoir une visibilité minimale. En fait, on va avoir une solution de blocage. Tu attaques, je bloque. C'est vrai que l'administrateur réseau peut être dans l'incertitude. C'est pas certain que son ordinateur est vraiment sécurisé. Et derrière, une détection manquante. Derrière. Par contre, c'est vrai que quand on couple avec de l'XDR, tout de suite, on va avoir une meilleure visibilité parce que on est dans de la détection comportementale avec l'XDR. Ça permet d'avoir et de limiter les risques d'installation de logiciels malveillants par rapport à ça, d'avoir une meilleure gestion des règles directement et d'avoir une tranquillité d'esprit quand on se base aussi sur une technologie EDR, de se baser sur une analyse comportementale. Derrière, c'est aussi rassurant. Et les entreprises délèguent aussi la gestion de la sécurité à des fournisseurs de services et de surveillance continue et de réponse proactive aux incidents. Et on va voir un petit peu ensemble les 9 critères pour choisir son service NDR dessus. Donc déjà, en fait, ça va être des questions, ça peut être même des choses que vous pouvez reprendre au frais de vos clients. Quel est le processus d'intégration et la configuration aussi au niveau de votre fournisseur? Donc déjà, en fait, les questions, c'est dans quelle mesure son équipe informatique est-elle impliquée? Quelles sont les règles d'exclusion et de paramètres de détection? Est-ce qu'elles doivent être personnalisées? Et derrière, il faut trouver l'équilibre entre la mise en place du service NDR le plus rapidement possible et l'obtention d'un fonctionnement optimal à la détection dès le premier jour. C'est bien de pouvoir passer sur ce type de technologie, encore une fois. Est-ce que on a aussi le service qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Est-ce que j'ai les ressources pour pouvoir le faire? On a bien vu tout à l'heure que ça n'attaquait pas spécialement que pendant les horaires de bureau. On a vu que les pirates, ils opèrent depuis des pays avec des fuseaux horaires complètement différents du monde entier. Et surtout, il y a plutôt aussi du social aussi engineering avec des facteurs et des créneaux d'attaque. Donc, est-ce qu'il doit être un service MDR doit être opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Est-ce que les IOC doivent être étudiés immédiatement afin qu'une réponse appropriée soit engagée? Et est-ce qu'un service local présente certains avantages, mais ceux qui disparaissent rapidement sous les effectifs ne couvrent pas suffisamment le besoin pendant la nuit? Donc, le but étant, c'est de savoir si, est-ce que mon client, est-ce que même moi, autant que partenaire, j'ai les ressources pour faire du 24/7 auprès de mes clients. Une fois que je me suis posé cette première question, c'est quelles sont les données qui vont être utilisées? Il faut savoir qu'un service MDR, ça repose sur l'utilisation des solutions EDR et XDR. C'est la gestion des événements de sécurité via SIEM, c'est l'orchestration et l'automatisation de la réponse aux alertes et aux incidents sécurité via le soir. Après, quelles sont les données qui vont être utilisées dans le cadre de cette surveillance? C'est une question à se poser. Et le fournisseur MDR est-il capable de détecter ou de surveiller les activités dans le cloud? En quatrième question, quel rôle joue l'automatisation dans l'offre et quel rôle jouent les analystes humains sur cette partie?
On ne va pas se cacher et je pense que c'est important et on est tous conscients que l'IA joue un rôle extrêmement précieux dans l'identification des comportements anormaux et le filtrage. Vu le nombre de remontées de logs de bruit, l'IA est un facilitateur pour pouvoir aider derrière les analystes humains derrière à avoir ces notifications. Certains fournisseurs, eux, sur des solutions MDR, ils privilégient de manière excessive l'automatisation par contre de l'IA. Ce qui fait que derrière, on perd en efficacité et le manque de présence d'analyse de cybersécurité dans cette boucle. Il ne faut pas oublier que l'IA reste quand même un outil pour les cyber spécialistes et analystes pour pouvoir les aider à détecter des comportements anormaux. Donc les experts participent à la réponse aux incidents forensiques et analysent les logiciels qui, eux, sont malveillants. Quelles sources de renseignements sur les menaces sont-ils et sont utilisées? Donc, au niveau de la télémétrie sur les menaces, ça peut être généré par des fournisseurs de services MDR. Ils sont obtenus auprès d'un ou plusieurs tiers. Il est important de comprendre que ces sources de renseignements du fournisseur sont comment ils sont recueillis comment et comment sont-ils rendus exploitables au sein de ce service. Et au niveau de cette télémétrie, ça relève des méthodes d'attaque et de présence contre des mesures. Est-ce qu'elle a été fréquente sur les renseignements fournis? Est-ce que les menaces sont-ils mises à jour? C'est aussi des questions à se poser, mais c'est des choses que on voit directement avec les équipes de Grégory. C'est aussi des choses et des questions où on peut aider aussi à répondre. Quel type de chasse aux menaces sont proposées? Alors, on va parler de hunting, c'est vrai. La chasse aux menaces fait-elle bien partie de l'offre? Est-ce que ça doit être considéré comme une exigence fondamentale au niveau de ton service MDR? Parce que tous les niveaux et de services MDR, ben, c'est pas les mêmes services qui sont proposés. Donc, c'est bien de poser cette question. Est-ce qu'il y a la chasse derrière qui est inclus? Certains fournisseurs proposent une chasse aux menaces personnalisées, ce qui concentre sur des tendances actuelles en matière de menaces. D'autres proposent une chasse aux menaces historiques et fondée sur des hypothèses et des données antérieures. Donc, il y en a où il se passe par rapport à un cas ou des cas remontés et d'autres où derrière, ben, il y a vraiment de la personnalisation qui est mise en place. Qui va s'occuper de l'atténuation et la remédiation directement? Donc, la détection, elle est commune au service MDR, mais la gestion de l'atténuation des menaces, elle est remédiée de façon complètement différente parfois. Certains fournisseurs ils ne prendront pas des mesures correctives si elle peut être automatisée. Et derrière, il y a certains clients qui ne souhaitent pas du tout autoriser le service MDR et remédier au système, tout simplement par manque de connaissances sur l'impact potentiel sur des processus métiers. On ne va pas bloquer peut-être des serveurs de production si ce n'est pas nécessaire. Et certains clients ne préfèrent pas que le service MDR supprime la menace et laisse l'équipe informatique interne se charger de la restauration dite complète. Comment l'approche du fournisseur s'aligne-t-il avec la sécurité de l'entreprise? Il faut savoir qu'étudier l'approche du fournisseur en matière de contrôle, et il faut réfléchir à la manière dont les mesures sont prises en compte lors d'un incident. Il faut véritablement que ça soit aligné aux exigences de votre client sur cette partie. Il faut savoir aussi que sur le plan opérationnel, il faut déterminer comment les activités peuvent être intégrées au système de gestion de ticketing et au flux de travail interne. Il faut aussi que ça soit véritablement fluide à ce niveau-là. Et le fournisseur doit être en mesure de fournir des rapports avec des incidents en attente ou qui sont résolus sur les environnements et tout autre détail qui pourrait être traité en votre nom. Et si vous avez des exigences avec cette partie-là, il faut en fait, entre guillemets, il faut pas, si vous avez des exigences en matière de confidentialité, ça réside dans la conversation de données. Il faut vérifier qu'avec votre fournisseur MDR, ils sont en mesure de tous les respecter. Il peut être nécessaire aussi d'ajuster ou de faire des exceptions spéciales et des processus standards pour se conformer à la loi locale. Et si vous recherchez, vous avez une couverture d'assurance en cybersécurité, il faut absolument comparer les services du fournisseur avec les exigences en matière d'assurance. C'est vrai que on voit de plus en plus de clients qui remontent auprès des partenaires qui souhaitent directement avoir
de l'EDR et du MDR parce que la souscription au niveau de la cyberassurance le mentionne. Encore une fois, il faut voir un petit peu et regarder bien attentivement et se mettre OK avec sa partie de la cyberassureur que ce service de ce niveau-là va répondre à ces exigences au niveau de la cyberassurance parce qu'ils deviennent de plus en plus pointus et de plus en plus fins à ce niveau. Et d'avoir seulement de l'EDR en place ne suffit pas. Il faut avoir du MDR, mais avec du MDR peut-être avec du hunting, du MDR avec une certaine personnalisation un peu plus costaud qu'un service classique. Derrière, il faut véritablement que votre assureur confirme tous ces points. Et rapidement, pour ceux qui nous découvrent ou ceux qui souhaitent nous redécouvrir, EZ, déjà, c'est plus de 30 ans sur le marché. C'est une entreprise privée, donc derrière, il n'y a pas d'investisseurs derrière. Les propriétaires de l'entreprise sont toujours les fondateurs originaux dessus, donc c'est vrai que c'est important. Donc forcément, derrière, ils sont axés sur la technologie. Le R&D est très important pour EZ. Plus grand vendeur de l'Union européenne également au niveau de ses ventes. Et derrière, c'est vrai que EZ, avec ses fortes valeurs, derrière, partage des messages assez forts sur toute la partie de l'Union européenne. Et quelques chiffres qui vont avec. Donc, on a dit un numéro 1 par chiffre d'affaires sur l'Union européenne. On a plus de 100 millions d'utilisateurs protégés dans le monde, avec plus de 12 centres R&D à travers, plus de 400 000 entreprises. Il y a véritablement beaucoup de chiffres. C'est juste pour pouvoir aussi rassurer vos clients que l'acteur avec qui vous travaillez en cybersécurité n'est pas à son essai et est déjà sur le marché depuis un bon nombre d'années et continue à croître également. Et avant de laisser toute la place à Grégory sur les explications, et je suis persuadé que c'est la partie qui vous intéresse, mais c'est véritablement pour moi aussi important que vous expliquiez comment fonctionne l'écosystème complet, parce qu'il faut voir un petit peu que EZ, c'est également une base de protection sur cette plateforme EZ Protect. On va protéger les postes clients sur votre droite, Endpoint Security et OS Server directement, qui est la base de la protection. Mais on va plus loin avec les serveurs collaboratifs SharePoint. On va avoir du patch management à proposer. On va aussi protéger plus rare, de plus en plus, les serveurs de messagerie type Exchange, mais de plus en plus la partie Cloud Office Security avec la protection Office 365. J'entends par là que ça ne fait pas que du Greymail, hein. On protège véritablement l'écosystème d'Office 365 directement. Et quand on redescend, on va avoir cette protection des mobiles devices, que ça soit sur la partie Android et du MDM avec iOS et Android. On va avoir de la double authentification forte, et on va avoir aussi et répondre à des problématiques de full encryption, du chiffrement intégral pour répondre à du RGPD en cas de perte ou de vol du matériel dans l'entreprise. Une fois qu'on a fait cette partie-là, on va véritablement partir sur la haut avec deux technologies, qui est le EZ LifeGuard Advanced, qui est le sandboxing cloud des solutions EZ. Donc ça, c'est véritablement une solution un peu Tick and Protect. Ça va répondre à des problématiques de malware malveillant type Polyform, qui, eux, vont essayer de s'activer sur la machine, mais derrière vont essayer de voir s'ils sont sur un sandbox local avec la puissance calculée de la machine. Le but étant qu'avec le sandboxing cloud, derrière, on se base et les malwares potentiels sont envoyés sur les data centers de chez EZ, hein, et derrière, on a une puissance de calcul incommensurable. Et derrière, cette partie-là va permettre de pouvoir faire une analyse sur plusieurs systèmes d'exploitation. On va pouvoir faire des réponses et travailler aussi avec la recherche de menaces avec timer, parce qu'il y en a qui se déclenchent que selon un certain moment. Et toute cette partie-là va rapporter
cela à l'utilisateur pour vérifier si la fiche jointe est malveillante ou pas. Et après, sur votre gauche, on a un niveau supérieur avec de la détection et de réponse, avec de l'EDR directement. Et une fois qu'on a tout ça, on a aussi des services qui s'en découlent directement. Donc, que ça soit avec le MDR en question, on va voir avec Grégory après directement, avec du support, avec du déploiement et upgrade, avec toute cette partie. Et on est capable aussi de faire de l'intégration sur les API. Enfin, véritablement, c'était important de vous présenter un petit peu cette image. Si elle n'est pas expliquée, forcément, elle peut être un peu portée à confusion. Mais le but étant, c'est de vous montrer et démontrer tout ce qu'on sait faire avec EZ. Et au niveau de EZ SMB, le temps de détection, il est véritablement crucial. Le temps moyen pour identifier une violation est de 204 jours à peu près. Il faut ensuite 73 jours supplémentaires pour contenir une violation, et soit à peu près 277 jours au total, plus de 9 mois, qui sont découlés derrière. En d'autres termes, les attaquants ont tout le temps nécessaire pour causer le plus de dégâts possible. C'est vrai que malheureusement, quand il y a une remontée de log après attaque, on s'aperçoit que peut-être que ça faisait déjà nettement plus longtemps qu'il était là, que il s'est pas déclenché que le week-end, il s'est déclenché à un moment bien précis. Au niveau du taux de détection et de réponse, le service MDR, on voit très bien que c'est 20 minutes. C'est 3 fois plus rapide que les autres services MDR. C'est 48 fois plus rapide qu'un SOC interne et c'est 20 000 fois plus rapide que l'absence de MDR ou de SOC interne directement qu'on peut avoir. C'est vrai que de pouvoir s'appuyer sur les équipes DZ, de Grégory en local avec le Technical Account Manager, derrière fait vraiment la diff au niveau du temps d'utilisation et au niveau de la remontée. On est très fiers de pouvoir aussi présenter ces chiffres. Pourquoi les clients ont leur stock interne et mettent-ils autant de temps à réagir? Forcément, malheureusement, ils n'ont peut-être pas le temps de vérifier toutes les consoles de gestion qui sont mises à leur disposition de sécurité. Et les menaces, elles sont de plus en plus sophistiquées, elles sont de plus en plus polyformes. L'analyse de logs et de bruit, Grégory nous dira, mais c'est vrai que c'est un véritable métier, hein. Et le manque d'expertise nécessaire à la détection de menaces et à la résolution d'incidents. Pourquoi et comment EZ arrive à être aussi rapide? La mise en place d'un 24/7, ça aide à la combinaison de l'automatisation alimentée avec de l'IA et surtout de l'expertise humaine. Je tiens à préciser que c'est véritablement important. Ça dispose aussi des meilleurs chasseurs de menaces au monde, ce qui nous permet de détecter des menaces plus sophistiquées du hunting et d'avoir cette combinaison unique de recherche en cybersécurité et de renseignement sur les menaces et des technologies aussi dites expertes. Donc tout ça en fait fait que on est extrêmement fiers de notre MDR, il est extrêmement aussi pointu et rapide. Et si on doit comparer un peu un coût avec du MDR, c'est l'utilisation 75 000 € par mois, coût minimum d'une équipe de SOC en interne versus 5 € par poste par mois, coût des aides d'un MDR versus 3 millions, coût moyen d'une violation de données pour une PME. Tout ce qui est au niveau du coût MDR, il est extrêmement réduit, tout simplement parce que nous avons des offres qui sont mises à disposition. Encore une fois, il faut savoir que chaque offre MDR, comme on l'a dit tout à l'heure, on prend le temps, vos équipes au commerce prend le temps de vous expliquer et de vous accompagner sur vos dossiers et sur vos projets pour vos clients. Donc, le MDR va aussi par là avec des coûts aussi qui peuvent être réduits. Et les avantages des aides MDR, c'est des experts en sécurité qui sont là pour pouvoir superviser le CIEM le soir et détecter et de répondre des menaces en 20 minutes. C'est une télémétrie des aides, ça permet une collecte et une analyse efficace des données. C'est l'accès à une bibliothèque qui a des modèles de comportement prédéfinis pour identifier et répondre efficacement à toute menace potentielle. Et c'est de l'assistance locale en français. Et ça, je tiens véritablement à appuyer tout le travail qui sont faits par nos collègues et véritablement les équipes aussi de Grégory, parce que d'avoir cette assistance, d'avoir cette partie-là, d'avoir ces experts aussi en France, joue véritablement
un rôle crucial sur le choix de nos projets. Et on peut le dire, hein, Grégory, nous gagnons des projets grâce aussi à des équipes qui sont parmi nous. Et en conclusion, déjà, merci beaucoup de m'avoir écouté pour toute cette partie-là. Je vais laisser le micro après à Grégory. Le recours à un service MDR, ça doit être étudié. Véritablement, déjà, vous faites le bon choix en regardant et en participant à ce WebSem. Vous faites le bon choix également à prendre connaissance ou peut-être à découvrir ou redécouvrir les offres MDR de chez EZ. Et le but étant, c'est qu'il faut en parler. Il faut aussi se dire que vous avez un éditeur avec qui vous travaillez qui a cette possibilité de vous accompagner sur ces sujets. Le client et les clients vont s'orienter de plus en plus aussi dessus. Le but étant que vous soyez informé et formé et que vous avez un partenaire de qualité qui est à votre dispo. Et je vais laisser la parole à Grégory, qui de mieux que d'expliquer MDR et Z à notre directeur des supports et des services. Effectivement, merci Erwan pour la présentation et surtout le récap de tous les points qu'il faut pour choisir un service MDR. On a deux questions, une question de Franck et une autre question d'Abdoulaye. Donc la première, c'est est-ce que votre offre est éligible au RESA? Je ne sais pas si tu pourrais répondre tout de suite ou pas, Erwan, sur cette question-là. Non, je ne pourrais pas répondre tout de suite sur cette partie, mais Franck, je ne manquerai pas de revenir vers vous dès aujourd'hui ou demain pour vous répondre au niveau de l'éligibilité. Voilà. Et la deuxième question, c'est est-ce que la solution EDR-MDR est comprise dans l'offre EZ Protect Elite? Ah oui, on a la possibilité, forcément, quand on est sur des bundles Elite, ça intègre, c'est notre plus gros bundle, Abdoulaye, et on a la possibilité de greffer du MDR sur la catégorie du bundle Elite, parce que ça intègre du MDR, du EDR, je veux dire. Voilà. Et puis après, donc, il n'y a pas d'autres questions, mais les questions viendront peut-être sur ma partie. Et ouais, bien Ouais, sûr, vas-y. je me permets juste d'intervenir aussi pour Abdoulaye, c'est si vous avez même des clients qui sont déjà en offre EDR et Z et que vous souhaitez souscrire à du MDR, si je ne dis pas de bêtises, Grégory, c'est possible. On peut faire du MDR en cours d'utilisation au niveau de vos clients. Donc, il ne faut pas attendre la fin du renouvellement ou de l'extension. Vous pouvez intégrer du MDR en cours sur vos bundles. Voilà, je me Exactement. permettais juste de Exactement. ça. Très bien. Donc, du coup, sur la partie MDR et Z plus précisément, on va avoir deux niveaux de service qui sont assez différents l'un de l'autre. Le premier niveau de service, c'est le MDR SMB et on a un MDR Ultimate. Alors, en général, je présente un peu plus le MDR SMB puisque le MDR Ultimate est plus sujet à projet et à discussion one-to-one, à discussion plus précise sur le projet du client. Mais les grosses différences du Ultimate, c'est qu'il va intégrer déjà de la personnalisation en termes de recherche sur les menaces, va intégrer aussi du monitoring différent, une autre façon d'aborder la sécurité du client et des échanges beaucoup plus précis sur son hygiène informatique, là où le MDR-SMB va aller sur la surveillance des menaces et la détection d'incidents avec l'intégration évidemment d'un service TAM, puisque Erwan parlait tout à l'heure de pouvoir échanger avec une personne en français, etc. Eh bien, va intégrer ça dans le service TAM. Donc, le Ultimate, il est beaucoup plus précis sur des clients d'une certaine taille, avec des projets bien définis, et on va pouvoir comme ça délivrer du service personnalisé. Donc, le MDR SMB, à quoi il consiste et comment il a été conçu par EZ. Donc, dans la slide suivante, on va voir que finalement, on va s'appuyer sur des solutions bien précises pour qu'on puisse récupérer des informations sur les consoles, sur les instances des clients. Donc, déjà, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le MDR SMB va s'intégrer uniquement sur les consoles cloud EZ. Donc, on va pouvoir uniquement interfacer le service sur des consoles Cloud EZ.
ce qui aujourd'hui est un marché très large, puisque finalement, on a énormément de clients qui font cette fameuse bascule vers du cloud et surtout du cloud éditeur. Donc ça, c'est assez intéressant aussi de le prendre en compte. Donc, comment on va arriver avec notre SIEM SOAR? Donc finalement, notre SIEM SOAR va être plus qu'un puits de log, puisque finalement, on va avoir du traitement, donc de la récupération d'informations, du traitement de ces informations-là, et ensuite de la remontée d'incidents. Donc le but pour nous, c'est de pré-mâcher, de mâcher l'intégralité du travail sur la recherche d'indices de compromission pour que le client, le client ou vous, le partenaire, puissiez avoir des informations condensées, précises sur un potentiel incident. Donc, on ne travaille plus sur la méthode de détection des indices de compromission d'un EDR et d'un antivirus, mais on va plutôt travailler cette fois-ci sur un incident, puisque l'incident, lui, a été pré-traité par les différentes équipes des aides, et donc vous avez comme ça une information, on va dire, digérable. Et le TAM, le Technical Account Manager, est là aussi pour vous accompagner sur la compréhension de cet incident et quelles sont les actions à faire à venir pour justement soit ne pas reproduire cet incident, ou alors comment je peux travailler autour de cet incident. On intègre aussi dans la version MDR, et ça c'est un des points qui est assez important, la Threat Intelligence. On a une très bonne réputation sur notre Threat Intelligence, qui est en fait des flux, hein, tout simplement, de recherche avec nos chercheurs, nos ingénieurs sécurité. Vous avez aussi le We Love Security qui reflète un peu toutes les recherches autour de la Threat Intel. Et à partir de là, on vient intégrer notre Threat Intel pour avoir justement cet aspect beaucoup plus sécuritaire et une vision plus large que ce que pourrait apporter la simple vision d'un SIEM SOAR ou de playbook autour d'un SIEM SOAR. Donc la Threat Intelligence alimente aussi notre outil pour justement créer des playbooks assez rapidement et pouvoir détecter assez rapidement des incidents. Et ensuite, évidemment, vous avez des rapports qui vont vous être envoyés et aussi un aspect d'alerting qu'on verra juste après. Donc, dans la slide suivante, on rentre un peu plus précisément sur le MDR des aides. Déjà, c'est aussi très important pour nous, c'est la transparence qu'on va vous apporter, malgré que vous n'ayez pas un accès direct à notre SIEM SOAR, on tient à vous montrer une certaine transparence sur comment fonctionne notre SIEM SOAR et l'interfaçage qu'on a. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est évidemment qu'on va utiliser l'intelligence artificielle. Mais tel qu'il a été indiqué dans les critères, on ne va pas utiliser l'intelligence artificielle de façon excessive, puisque aujourd'hui, beaucoup d'outils vont mettre de l'intelligence artificielle, vont plutôt pré-mâcher et au-delà de pré-mâcher pour récupérer du travail d'un certain niveau de collaborateurs humains. Et donc, c'est là où la limite doit être bien gérée. Nous, EZ, on a fait le choix déjà d'utiliser les compétences qu'on a en interne, bien évidemment, et de coupler ça avec de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut bien aussi prendre en compte, et ça c'est très important, c'est que notre EZ-MDR, notre SIEM SOAR, est soumis quand même à des exigences éditeurs de cybersécurité. On ne vient pas déléguer notre sécurité, déléguer notre service MDR. C'est délivré par nos équipes EZ, donc on a nos propres exigences de cybersécurité. C'est notre image de marque qu'on met en avant, pas celle d'un prestataire. Et donc à partir de là, vous avez donc la récupération des détections à partir des instances des clients, à partir de toutes les instances cloud. On vient mettre ça, j'ai envie de vous dire, dans un gros puits de log. Et ensuite, vous avez l'intelligence artificielle qui va faire un pré-travail d'analyse. Une fois que ces analyses-là sont faites par l'intelligence artificielle, si incident potentiel, à ce moment-là, ça redescend sur les équipes humaines. Une fois que les équipes humaines, eux, déterminent que c'est un incident, vont créer un incident sur les consoles des clients, sur les consoles cloud des clients. Ça, c'est très important, c'est que ça favorise déjà l'aspect faux positif, puisque c'est bien traité par un humain avant que ça soit créé sur la console d'administration du client, avant que le client soit alerté ou vous êtes alerté qu'il y a un incident. Aussi, vous avez vu tout à l'heure les 20 minutes. Les 20 minutes sont des 20 minutes, on va dire, constatées terrain, puisque effectivement, en 20 minutes, on arrive à faire l'analyse
et la création d'un incident si incident il y a. Donc, c'est assez intéressant comme ça d'avoir aussi cette vitesse d'exécution en 24/7. Je vais prendre des questions au fur et à mesure parce que c'est toujours bien de pouvoir répondre et ça peut aussi euh, favoriser d'autres questions en même temps. Alors, Franck, par rapport aux futures mesures NIS 2, quelle solution proposer pour une entité essentielle et idem pour une entité importante? Alors, les mesures NIS 2, on n'a pas encore tous les détails des mesures NIS 2, mais bien évidemment, vu qu'on est un éditeur européen, on va proposer des solutions et des bundles. Et il y a un WebEx qui est destiné à NIS 2 aussi, qui parle aussi de nos solutions. Et donc, on va répondre à toutes les exigences et vous accompagner et accompagner les clients sur cet aspect aussi de transition vers le NIS 2 qui est une transition assez importante en termes de cyber. Il y a un WebEx qui pourra vous être aussi mis à disposition autour de cette nouvelle mesure où on vient vraiment donner des informations sur cette partie-là, mais on n'a pas encore toutes les informations nécessaires puisque Nice 2 a été un petit peu décalé dans le sens où l'Europe a mis ses recommandations et la France doit aussi étudier ça. Lucas, donc un client ayant déjà une licence Advance, par exemple, peut-on ajouter juste le module MDR sans souscrire à une licence supérieure? Alors, je ne suis pas l'expert des bundles, mais je crois que dans l'Advance, il n'y a pas d'EDR. Et donc, sans EDR, ça va être compliqué pour nous de faire du MDR, puisque finalement, on vient se reposer sur les solutions virales, sur l'écosystème EZ et bien évidemment sur la partie EDR. Erwan, tu me C'est corriges une, si je me trompe, hein. c'est une fausse modestie, Grégory. Il connaît très bien également le sujet. Mais en effet, tu as totalement raison. Le Advance va intégrer le Sandboxing Cloud. Par contre, si on a besoin de rajouter du service MDR, il nous faut le module EDR, comme tu dis. Donc, il faudrait faire dans ces cas-là un upgrade vers de l'Enterprise ou du Elite, comme on parlait juste avant, pour avoir cette brique à disposition et après greffer du MDR dessus pour Vika. Effectivement. Donc, je ne me suis pas trompé et j'en suis content. Donc, pour la suite, c'est ce qui est important aussi sur cette partie-là de CIEM SOAR, il y a de l'automatisation de remédiation. C'est assez important puisque c'est un des critères aussi qui est à prendre en compte, c'est est-ce que le service fait de la remédiation ou est-ce qu'il ne fait que de l'alerting et est-ce qu'il y a un coût supplémentaire s'il y a de la remédiation? Nous, quand on vous parle de nos services, quand on vous parle de tous les items de nos services, c'est inclus directement dans, j'ai envie de vous dire, le prix de base. C'est très important de le prendre en compte aussi, puisque vous n'allez pas avoir de coûts cachés sur nos services. Donc, il y a de la remédiation qui peut être faite, qui va être faite en 24/7. Déclenchement du Technical Account Manager si Technical Account Manager a été pris, ou alors si vous souhaitez vous être en phase de Technical Account Manager, vous pouvez l'être aussi. Il n'y a pas de souci non plus vis-à-vis de vos clients. Et la remédiation peut être aussi contrôlée dans un sens où le client peut décider de dire ces machines-là, je ne souhaite pas de remédiation sur ces machines-là, je veux être juste en mode alerting. C'est possible aussi. Même si dès le début, on attire votre attention sur le fait de jamais faire ça, puisque finalement, encore une fois, avec tout ce qu'il y a derrière comme mécanisme, il y a très peu de faux positifs en termes d'incidents sur notre service MDR. Et donc, en général, vaut mieux de la remédiation. Et tout incident n'est pas non plus avec remédiation. Évidemment, encore une fois, c'est l'humain qui décide de faire de la remédiation et on ne fait pas de la remédiation de prévention, on fait de la remédiation d'anticipation d'attaque ou d'attaque avérée. Donc, comment ça se visualise sur les consoles des clients? Comment ça se visualise pour vous, pour nous en tant que TAM? Donc, dans la slide suivante, vous allez voir que finalement, il y a déjà des différences. Vous allez constater tout de suite, là, vous avez une vision incident de nos consoles. Donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous utilisent nos consoles et utilisent nos outils, nos solutions EZ, bien évidemment. Et donc, dans cette vision-là, vous avez une vision assez claire des choses. Les incidents que vous voyez, en tout cas les deux premiers incidents, sont les mêmes incidents. C'est-à-dire qu'on a généré la même typologie d'incidents
Et donc, le premier incident que vous avez au-dessus, c'est un incident qui va être créé automatiquement par la console, puisque, évidemment, malgré tout, la console inspecte, va avoir ses propres playbooks, son propre fonctionnement pour vous créer des incidents. Et l'incident d'en dessous, c'est un incident qui a été créé par les équipes des ZMDR. Et donc, vous avez tout de suite une très grosse différence en termes de remontée d'informations immédiate. C'est-à-dire que là, vous avez l'incident du dessus, vous avez un web shell AV détection. Bon, ça veut tout dire et rien dire, mais là, en dessous, vous avez déjà la variante et en plus, vous avez la machine. En plus, vous avez de la description de l'incident. Donc, si on passe à la slide suivante, vous allez voir que immédiatement, vous avez un certain nombre de descriptions sur l'incident pour vous expliquer ce qui se passe, un contexte. On vous donne un contexte de l'incident et pas seulement une détection. C'est un contexte qui va vous expliquer pourquoi cet incident a été créé, pourquoi on aurait fait de la remédiation dessus et pourquoi il faut aussi, on va dire, s'alerter dessus. Donc, soit vous êtes capable, d'un côté, de prendre ces informations-là, de traiter l'incident tout seul, ou avec le client évidemment, ou le client tout seul, soit vous vous dites, moi, j'en suis pas forcément capable de suite, parce que si j'ai un incident à 3 heures du matin, ou si j'ai un incident complexe, j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec moi. Et donc, à ce moment-là, c'est le TAM qui va vous aider pour justement arriver à vous apporter toute réponse autour de cet incident-là et aussi, on va dire, non pas des recommandations, mais plutôt un accompagnement sur à quoi il faut réfléchir pour éviter ça. Est-ce qu'il faut bloquer des choses sur le firewalling? Est-ce qu'il faut plutôt éviter d'avoir des machines qui se connectent en dehors de votre réseau, etc., etc. Tout ça, ça peut aussi être vu en fonction d'incidents qui a été créé. Donc la vision et la description est assez intéressante puisque tout ce qui est écrit ici ne sera pas écrit par de l'intelligence artificielle. C'est écrit par un humain. C'est un humain qui est en train de vous expliquer ce qui est en train de se passer. Et en général, quand je vous dis un humain, vous avez compris que c'est un humain EZ, analyste, EZ. Donc il est maître des solutions de ce qui se passe autour de lui, de son environnement, de son écosystème. Et encore une fois, on n'est pas avec un partenaire qui est en train de vous expliquer des choses. Ludovic, dans un de vos bundles, avez-vous en complément des EDR un produit de type NTA ou NDR? Alors, les termes utilisés, Ludovic, sont assez intéressants puisque finalement, le type de NDR, tel qu'on peut l'appeler, comme il y a les XDR, comme demain, il va y avoir encore des autres appellations. Aujourd'hui, nous, notre écosystème EZ est dans une gamme de XDR, puisqu'on va pouvoir avoir une protection de votre tenant 365, protection de la messagerie, les antivirus qui sont capables aussi de vous remonter un certain nombre d'informations, l'EDR qui est capable de vous remonter un certain nombre d'informations autour de l'interconnexion des machines, de quel IP ça peut venir, etc., de remonter sur le fameux patient zéro. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore vocation à vouloir aller sur des outils, on va dire des outils tierces ou de ramener ou de récupérer des informations autres. Ce qu'on veut, nous, et on est toujours dans notre veine EZ, c'est de maîtriser ce qu'on fait de bout en bout et de ne pas forcément aller trop loin sur ce qu'on pourrait ne plus maîtriser. Donc, on veut tout maîtriser et donc on n'a pas aujourd'hui comme ça des solutions qui vont être des compléments, mais déjà sur l'écosystème des EZ et le service qu'on délivre autour de notre écosystème EZ, eh bien, on est capable de remonter sur des patients zéro, on est capable de remonter sur des attaques de type attaque via imprimante ou des attaques autres. Donc, parce qu'on peut remonter sur l'origine de l'attaque. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Ludovic. Donc, la suite sur les incidents, là, vous avez donc, vous aviez vu tout de suite un incident avec un certain nombre d'informations. Et puis, vous avez aussi la possibilité, bien évidemment, de ne pas rester devant la console, puisque c'est ça qui est important aussi, c'est de pouvoir avoir des notifications. Et vous avez des notifications de type incident pour justement recevoir immédiatement une notification qu'un incident a été créé et d'avoir une description sur cet incident-là. Donc, évidemment, on ne vous demande pas de rester devant la console. Évidemment que le Technical Account Manager n'est pas H24 sur la console de votre client ou la console qui gère le parc informatique. Ça, c'est le rôle du CMSOAR et les équipes des ZHQ de faire ce genre de travail. Et nous, on est vraiment en termes d'incidents
Donc, finalement, vous avez ces fameuses notifications qui vous permettent comme ça d'être serein sur l'arrivée d'un incident et de ne pas avoir un décalage trop long. Et ensuite, on a une évolution aussi sur la partie visibilité. Vous avez donc des dashboards qui vous disent au niveau des incidents, est-ce que tous les incidents sont bien résolus, est-ce que tous les incidents ont bien eu le traitement nécessaire, etc. Donc tout ça, vous l'avez en un dashboard. C'est assez pratique pour pouvoir voir les choses. Et puis vous avez des rapports aussi qui vont vous être générés pour justement avoir ce même niveau d'information et de pouvoir discuter avec le client ou le client de pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur le mois et qu'est-ce qui s'est passé sur la semaine, puisque vous avez des rapports hebdomadaires, des rapports automatisés, mais hebdomadaires. Et donc, vous avez comme ça deux processus d'alerting et d'incident. Donc, soit vous n'avez pas le Technical Account Manager et à ce moment-là, vous pouvez vous recevoir cette notification d'alerte d'incident et de gérer l'incident vous-même ou de le déclarer faux positif, puisque ça peut arriver que finalement vous déclarez cet incident faux positif parce que c'est maîtrisé sur votre parc informatique. On a souvent des incidents, en fait, c'est problématique dans les entreprises, des incidents sur des hack tools ou des choses comme ça, où finalement ça va remonter en termes d'incidents, même s'il n'y a pas de danger immédiat avec ce genre d'outils, mais ces outils-là, on ne les maîtrise pas. Et quand il y a des hack tools au sein d'entreprises, eh bien, ça peut tout de suite poser des problèmes puisque ça peut être aussi des potentielles failles sur le parc informatique. Et donc, sur la deuxième slide, vous avez la slide suivante, vous avez donc le même processus, sauf que l'incident va être aussi envoyé à l'expert EZ France, au TAM, qui va lui aussi faire eh bien, l'analyse de l'incident, soit en parallèle avec vous ou le client, soit tout seul et vous attendez que ce soit le TAM qui vous contacte derrière pour vous dire attention, cet incident-là doit être pris en compte parce qu'il y a tel et tel événement, il faudrait bloquer tel et tel IP externe, il faudrait faire ces choses-là. En général, quand le TAM va intervenir, c'est que vous avez des attaques qui ont été isolées, mais il y a d'autres actions de votre part. On a vu là dernièrement des incidents de type attaque sur des serveurs de base de données qui sont exposés vers l'extérieur. Et donc, à ce moment-là, les tentatives d'injection de SQL, d'injection de commandes, eh bien, forcément, c'est vu par notre DR. Et donc, les équipes du MDR vont faire le travail derrière pour, on va dire, maintenir cette attaque et la bloquer, puisque finalement, c'est compliqué d'aller plus loin. Mais derrière, le TAM, lui, va vous conseiller, vous dire, attention, peut-être qu'il ne faut pas exposer votre port par défaut. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'exposer en direct? Est-ce que vous ne pouvez pas avoir des proxys? Est-ce que vous ne pouvez pas mettre ça en DMZ, etc., etc. Donc, on va jusqu'à cette partie-là. Voilà pour le service MDR SMB. Donc, évidemment, j'ai fait un tour rapide du service. N'hésitez vraiment pas si vous avez des projets, des potentiels projets où vous souhaitez avoir une présentation plus précise sur les bundles et les services, de contacter votre responsable commercial pour justement avoir réponse à toutes vos questions. Parce que peut-être que vous ne les posez pas non plus dans le chat. Donc, répondre à vos questions et vous accompagner sur vos projets, puisque notre rôle, aussi bien de l'équipe commerciale que l'équipe technique, c'est de vous accompagner sur vos projets et d'accompagner les clients dans cette volonté d'évoluer en termes de cybersécurité, puisque je pense que dans la présentation, vous avez bien compris qu'il y a eu beaucoup de constats des choses, constat du marché, constat de ce qui se passe aujourd'hui. Et les 9 critères sont assez, on va dire, précis pour que vous puissiez vous dire, mon client, ce parc informatique-là, rentre dans les critères nécessaires, EZ y répond. Donc, on va solliciter le service pour solliciter notre vis-à-vis commercial pour justement avoir des présentations et présenter le sujet au client, puisque évidemment, on a une équipe dédiée pour aussi vous accompagner sur la présentation aussi bien des solutions que du service au client directement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que je parcours le MDR Ultimate et vous mette un peu plus en avant les différences? Alors, il me reste une petite dizaine de minutes. Donc, encore une fois, le Ultimate,
est en général un service sous projet. C'est un peu plus long. C'est des entreprises qui sont de plus grande taille. Alors, quand je dis grande taille, ça dépend avec qui on discute, hein, mais de mémoire et de ce que je peux voir aujourd'hui, le LDR Ultimate est éligible réellement pour des clients de 300 postes, si je ne me trompe pas, Erwan. C'est ça, à peu près. On peut commencer à parler Ouais, tout à d'Ultimate fait. pour du 300 Mhm. postes. C'est ça, hein. Oui, tout à fait. OK. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais avancer un petit peu donc, sur le Ultimate. Donc, le MDR Ultimate, par rapport à tout ce que vous avez vu sur le MDR SMB, qui est beaucoup plus, on va dire, généralisé, qui est mutualisé, eh bien, le MDR Ultimate, lui, va être beaucoup plus personnalisé. Puisque tout à l'heure, quand je vous parlais de TAM qui vont se connecter sur votre système, sur les consoles du client, c'est uniquement quand un incident va être créé et donc les équipes DZMD, DZ HQ ont mutualisé un petit peu tout ça, des incidents, etc. Ici, vous allez avoir une différence, c'est que mes équipes directes, des équipes DZ France, se connectent sur les instances du client, que ce soit du cloud ou que ce soit du on-premise, se connectent directement sur les instances du client et font un travail sur les détections, un travail on va dire, pas de fourmi, mais un travail assez approfondi sur les consoles et ne va pas généraliser les choses. Chaque client est unique dans le service MDR Ultimate. Vous avez des réunions particulières qui sont faites. Une première réunion non pas de onboarding, mais une première réunion de build du service avec du déploiement et upgrade qui est inclus dans le service. Vous avez après des réunions trimestrielles autour de ce qui se passe, un constat sur l'hygiène informatique. Et évidemment, vous nous avez en direct, vous m'avez en direct aussi, vous nous avez en direct, et Z France. Et c'est nous qui, si avons besoin, remontons directement avec les ZHQ. Donc, on est vraiment sur quelque chose de personnalisé. On va travailler les exclusions de façon très personnalisée et on va adapter toutes les solutions des aides, tout l'écosystème des aides en fonction de la sécurité souhaitée par le client et nos conseils. Donc, voilà la grosse différence entre ces événements-là. En tout cas, ces services-là, pardon. Et donc, là, vous avez un incident qui est assez large où justement les équipes des aides France vont travailler sur ce typologie d'incident. Donc là, ce n'est pas un incident des MDR, c'est un incident des équipes qui a été créé par la console. Et là, les équipes des aides France doivent travailler autour de cet incident et donc doivent pouvoir, savoir et faire les remédiations nécessaires qui sont aussi en 24/7, bien évidemment, et aussi pouvoir comprendre par rapport à la typologie du client, par rapport au serveur ou aux machines, le corps de métier du client, est-ce que c'est quelque chose d'avéré ou est-ce que c'est quelque chose qui est maîtrisé? Aujourd'hui, on a un service Ultimate qui est délivré pour des équipes de développeurs ou des équipes de pentesters. Eh bien, vous comprenez qu'il y a des choses qu'on va accepter de laisser faire puisque on est sur des équipes bien précises, mais on ne va pas l'accepter sur l'ensemble de l'entreprise. Et c'est là la personnalisation qu'on va faire autour du service. Et donc, le service Ultimate va donner aussi accès à l'intelligence artificielle et Z, AI Advisor. Je crois qu'il y a aussi un WebEx autour de ça, autour de l'AI Advisor, l'intelligence artificielle. C'est assez intéressant de l'écouter puisque finalement, on l'a dit et on l'a répété aussi au début de cette présentation, hein, l'intelligence artificielle fait partie intégrante maintenant aussi bien pour les attaquants que pour j'allais dire les protecteurs, mais non, mais les équipes de Blue Team, puisque finalement, il est utilisé dans les deux cas. Pour les attaquants, c'est pour pouvoir faire des attaques beaucoup plus rapidement que ce qu'ils faisaient avant. Et pour la Blue Team, c'est pour de pouvoir comprendre beaucoup plus rapidement les éléments. Et donc là, EZ a intégré une intelligence artificielle qui va, elle, on va dire, euh, avoir un apprentissage assez rapide et limité, puisque finalement, l'intelligence artificielle va tout de suite avoir les informations sur l'incident uniquement. Donc, ne va pas vous parler de choses beaucoup plus larges comme vous pouvez l'avoir sur des plateformes d'intelligence artificielle, mais elle est concentrée sur l'incident, sur les événements de l'incident. Et ça, c'est très intéressant pour aller très, très vite dans la réflexion et dans les échanges. Alors, j'allais dire les échanges avec la machine, mais dans la compréhension de l'incident et l'étude de l'incident. Donc, si on regarde la slide suivante, vous avez pas mal d'éléments qui vont vous donner des descriptions sur l'incident, qui soient
un incident assez complexe avec des questions beaucoup plus larges sur la chaîne d'attaque, etc., ou sur un incident un peu moins complexe sur les slides suivantes, où vous allez voir que sur l'incident, vous avez l'utilisation d'un incident moins complexe, mais l'utilisation de l'IA qui vient vous expliquer un petit peu les choses en français, évidemment, puisque c'est de l'IA, et donc vient vous expliquer les choses par rapport à ce que vous avez pu potentiellement identifier. Là, vous voyez, dans l'échange, c'est assez intéressant, c'est un échange qui a été fait. Donc, que se passe-t-il? J'ai peur. Bon, ok. Et donc là, vous avez de façon très pragmatique la réponse d'un IA qui vous explique ce qui se passe. Et donc, voilà, de vous faire rapidement l'information des adresses IP et des éléments qui sont exposés ou pas. Et libre à vous après de faire le choix derrière pour décider d'agir ou pas. Et après, si vous avez du service, évidemment, vous avez la possibilité de discuter avec un TAM pour pouvoir vous aider sur cette partie-là. Je prends la phase du tableau parce que finalement, dans tout ce que je vous ai expliqué, parfois les frontières sont assez compliquées. Mais MDR SMB, déjà, il y a un point différenciant, c'est les plateformes. Vous avez bien compris que le MDR SMB, ça va être uniquement sur du cloud. Et le MDR Ultimate, on va pouvoir travailler sur les deux typologies de consoles. Les rapports sur le SMB sont automatisés, alors que sur le Ultimate, tous les rapports sont personnalisés. Vous avez des recommandations personnalisées, pas des recommandations de type il faut mettre à jour vos OS. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire à tous les clients de façon très large. Là, on va dire, il faut mettre à jour les OS de tel type parce que vos machines sont potentiellement exposées, etc. Il faut avoir, là, dans les derniers rapports que j'ai pu voir passer de mes équipes, ils parlaient vraiment de ports ouverts qu'il ne fallait pas forcément ouvrir, etc. etc. Et là, on voit dans le tableau qu'on parle de taille de parc conseillée plus de 500. Aujourd'hui, le Ultimate peut aller sur du plus de 300 parce que les exigences de clients de plus de 300 postes permettent d'accéder à un service de type Ultimate. Et ensuite, le TAM dédié sur le MCMB qui est optionnel, alors que sur le Ultimate, tout est inclus, y compris le déploiement et upgrade, puisqu'on se met un point d'honneur aussi à vous accompagner dès le début dans votre projet d'intégration des solutions EZ si elles ne sont pas encore intégrées, de déployer, de vous donner les best practices et surtout s'assurer que le parc entier est bien déployé. Et s'il y a déjà du EZ sur votre parc, eh bien de faire ce qu'on appelle un e-check et de vérifier si déjà les politiques et la mise en place de politiques de sécurité au sein du parc informatique est plutôt conforme à votre activité ou pas. Voilà. Erwan, je te laisse passer sur la slide suivante et puis la reprendre, puisque l'expert des bundles, c'est pas moi, c'est plutôt toi. Donc, je te laisse sur cette partie-là. Quelle fausse modestie. Merci, Grégory, pour cette intervention. Toujours de qualité, comme d'habitude. Et oui, parce qu'il y a eu des questions par rapport au bundle. Donc, vous avez une visibilité au niveau des bundles et de ceux qui intègrent ou pas. Donc, on va commencer par le EZ Protect Entry qui va, lui, va faire de la protection endpoint et OS server. Vous allez avoir la EZ Protect Advanced qui va intégrer tout ça, mais qui va intégrer le sandboxing cloud plus le chiffrement complet du disque. Vous allez avoir un bundle qui s'appelle le EZ Protect Complete qui va intégrer la protection de la messagerie Office 365 ou le serveur type Exchange et qui va intégrer également le patch management. Et là, pour pouvoir répondre à ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour pouvoir souscrire, et on le voit très bien sur les deux bundles de droite, vous avez le EZ Protect Enterprise qui, lui, va intégrer le XDR et le EZ Protect Elite qui va intégrer l'XDR plus de l'authentification à double facteur, mais qui va intégrer aussi le patch management, l'Office 365 et la protection aussi des serveurs type Exchange. Et suite à ça, en fait, vous avez la possibilité de choisir le bundle qui correspond au mieux aux attentes de votre client, que ce soit du MDR for SMB ou du EDR Ultimate que vous a décrit Grégory juste avant. Donc n'hésitez pas, comme on a dit tout à l'heure, comme on en a parlé, si vous avez des projets ou des clients qui veulent renforcer leur sécurité, vous avez la possibilité de faire des upgrades sur des bundles qui intègrent le module EDR et derrière, on est capable, même pour ceux qui ont pris le module EDR en plus, de pouvoir greffer
sur le contrat de la licence un service MDR de votre choix pour pouvoir avoir ce système de sécurité. Il y a une question de Véronique. J'ai pas vu. Peut-on souscrire à un contrat Ultimate pour des petits parcs aux données sensibles? Effectivement, Véronique, on met des recommandations de taille de parc, mais comme je disais, le Ultimate, c'est vraiment soumis à projet et à étude. C'est pour ça que vous avez. En fait, il ne faut pas vous enfermer tout de suite dans le fait de dire EZ, enfin, où j'ai entendu sur le WebEx, c'est 300 postes, donc l'Ultimate sera 300 postes. Évidemment, vous soumettez votre échange et votre projet au responsable, à votre responsable commercial, à votre contact au sein d'AGS, au sein des Z. Et lui, il vous dira vers quoi vous orienter, puisque parfois, effectivement, suivant les petites entreprises, des petites entités, mais les données sont tellement sensibles qu'ils souhaitent avoir un service personnalisé et beaucoup plus précis en termes on va dire, de politique de sécurité. Donc, ne vous enfermez pas dans le fait de dire c'est un petit parc, au contraire, soumettez votre projet à votre responsable commercial et puis lui pourra vous orienter de la meilleure façon. Et pour rassurer aussi également Véronique, ce que dit Grégory est tout à fait pertinent. Et après, la démarche, même pour nous remonter ça, c'est aussi d'organiser avec les équipes avant-vente et aussi clients finaux, parce que c'est très important aussi de pouvoir aussi, vous parlez aussi de votre équipe aussi qui accompagne aussi la relation aussi sur cette partie client, de dire, voilà, est-ce que c'est le bon bundle, est-ce que c'est le bon service? Et déjà, on prend le temps de monter ça en mode projet. Donc, pour vous rassurer, Véronique, avec grand plaisir. De toute façon, ça ne fonctionne que en mode projet, pratiquement, l'accompagnement, surtout quand on est sur du service type Ultimate. Eh bien, je pense que tu peux faire la conclusion, Erwan. Il est 11h03. Écoutez, merci beaucoup Véronique. Écoutez, je vous remercie véritablement. Ça a été un challenge pour nous avec Grégory de pouvoir condenser tout ça parce que c'est des sujets extrêmement passionnants parce qu'on est aussi passionné. Mais merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir pris le temps de vous connecter aujourd'hui parce que c'est important pour nous de partager ces éléments avec vous. Si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, je suis à votre disposition. Grégory et ses équipes également. Contactez votre responsable de compte préféré et on est à votre disposition. En tout cas, encore merci d'être aussi nombreux à nos présentations. En tout cas, merci pour votre confiance et je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et la rediffusion du webcam sera envoyée. Ne vous inquiétez pas. Excellente journée, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.